Audrey qui est là va vous témoigner son histoire. Et ensuite, quand elle aura terminé, vous pouvez lui poser des questions s'il y a quelque chose que vous avez besoin de préciser, de demander, etc. Et puis on regardera après, bon, là, au fur et à mesure des questions, où elle pourra parler aussi de l'association des entendeurs de voix. Il y a un bouquin aussi qu'elle a pris avec, qui est un super support au cas où. Donc vraiment, utilisez aussi ce témoignage en tant que futur psychologue. Si vous avez peut-être des personnes qui viendront dans votre cabinet qui vous diront «j'entends des voix», n'oubliez pas ce qu'elle vous raconte aujourd'hui, parce que ça peut vraiment être super utile. Voilà, donc je la laisse se présenter, vous raconter son histoire, et voilà, faites pas trop de bruit parce que ça porte... faut parler fort. Bien, bonjour à tous. Déjà, merci à Lilou de me donner l'opportunité de ce témoignage aujourd'hui parce que ça donne vraiment beaucoup de sens à ce que j'ai vécu. Donc, je vais vous faire une petite présentation, en gros, voilà mon histoire et puis ce qui peut se passer au niveau du réseau d'entendeurs de voix. En 2 secondes, voilà, très rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Audrey Henriet, je suis une ancienne infirmière en psychiatrie. J'ai travaillé 10 ans à l'hôpital cantonal de Neuchâtel comme infirmière. Et ensuite, j'ai changé de profession. J'ai refait une formation de sophrologue. Si j'ai une étiquette à me mettre, je dirais que je suis plus une expérimentatrice de vie qui a vécu des états de conscience modifiés. Et c'est un petit peu ce que je vais vous partager là aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a une grande étude qui a été faite aux États-Unis sur 15 000 personnes. Et dans cette étude, ils ont pu référencer entre 4 et 8% de la population mondiale qui entend des voix et seulement 1% qui malheureusement passe par la psychiatrie. Ce qui veut dire qu'on est beaucoup plus d'entendeurs de voix à bien fonctionner avec que de patients qui malheureusement passent par la psychiatrie. Dans cette étude, ils ont mis, donc c'est le professeur Marius Rom, qui est un professeur en psychiatrie des Pays-Bas, qui a fait son étude en 1986. Dans cette étude, ils ont mis en évidence que les phénomènes d'entente de voix, dans 77% des cas, provenaient de gros traumatismes qui avaient été dans l'enfance. Et donc ils ont fait aussi beaucoup d'études pour expliquer, enfin voilà, ils ont fait des IRM, ils ont posé des électrodes, pour expliquer qu'effectivement le phénomène d'entente de voix, les gens ils l'entendent réellement. Donc ça a été prouvé aussi. Mon histoire. Donc je vais vous remettre un petit peu le contexte. À cette époque-là, j'avais 2 enfants en bas âge. J'étais fatiguée, épuisée même. Et ma sœur, en fait, qui perd une amie, une jeune femme de 30 ans, qui décède malheureusement d'un cancer et qui laisse 2 enfants en bas âge. Donc ma sœur n'est pas bien du tout, donc je décide de l'accompagner à la cérémonie d'enterrement. Et quand j'arrive dans l'église, en fait, je me sens pas bien du tout. J'ai l'impression que je suis en danger, en fait, carrément. Et bon, alors j'utilise toutes les petites techniques que j'ai à l'époque, je me mets dans ma bulle, je fais de l'EFT pour gérer ce que je ressens. Et à cette époque-là, je me posais pas mal de questions sur la survivance de l'âme, on va dire ça comme ça. Et pendant toute la cérémonie, en fait, j'ai la sensation que la personne décédée est présente. Je ne peux pas l'expliquer autrement, en fait. Voilà. Et là, mon mental récupère l'information en disant non, mais c'est un transfert, tu as aussi 2 enfants en bas âge, c'est pour ça que tu te sens mal. Enfin bref, mais ça me calme pas du tout. Ensuite, lors de la cérémonie se passe, je rentre dans ma voiture. Au moment où je ferme la portière, là, j'ai littéralement mon émotionnel qui explose. J'ai à peu près 1h30 de trajet pour rentrer à la maison et je pleure. Émotionnellement, j'avais l'impression d'avoir enterré mon père et ma mère en même temps. Et je comprenais strictement rien de ce qui m'arrivait. Et là, je me dis, je ne peux pas rentrer comme ça à la maison, mes enfants, voilà, je ne peux pas rentrer dans cet état-là. Donc, près de chez moi, il y a une petite grotte, en fait, et je m'arrête dans cette grotte, et je suis toute seule, et je commence à dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends rien, je suis en train de péter les plombs. J'avais vraiment ce sentiment de péter les plombs. Et là, j'ai mon regard qui croise le regard de la statue de la Vierge Marie, et j'entends clairement une voix qui me dit, tout le monde ne pète pas les plombs. Alors si c'était censé me rassurer, ça ne m'a pas rassuré du tout. Bien au contraire, je me suis dit, en plus j'ai la Vierge Marie qui me parle, là je suis foutue. Et bref, les jours qui ont suivi, pendant à peu près 3 jours, j'ai pleuré.
Et j'ai entendu des dizaines de voix, vraiment, ça venait dans tous les sens. Tout ce que je disais, tout ce que je faisais, tout ce que je pensais était commenté. Des voix qui étaient négatives, qui étaient dévalorisantes, qui critiquaient. Et dans toutes ces voix, il y en avait une qui sortait du lot qui me disait « T'inquiète pas, ça va aller, va dans une église, ça ira mieux ». Alors moi, à cette époque-là, tout ce qui était religion, etc., j'avais fait une grosse croix dessus. Et je me disais, non mais je peux pas faire ça. Et bon, elle insistait, je me suis dit, bon allez, je teste, je vais dans une église, je regarde ce qui se passe. Et effectivement, j'ai observé que si j'allais dans une église, ça m'apaisait. Bon, soit. Ce phénomène d'entente de voix, en fait, il a duré à peu près 3 semaines. Les voix en elles-mêmes ne m'inquiétaient pas du tout. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était finalement de la perte de contrôle de mes émotions. Parce que ça, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc voilà, c'était en octobre 2008. Et l'avantage, c'est que mes voix me disaient « écris ». Donc j'ai des tas de notes, j'ai pris plein de notes pendant toutes ces périodes-là. Donc j'ai des références en fait. Et en janvier, j'allais beaucoup mieux. Je commençais vraiment à aller beaucoup mieux. Et là, j'observais et je me disais « mais qu'est-ce que j'ai vécu ?» J'avais 2 choses, j'avais les voix que j'entendais, j'avais quand même une agitation psychomotrice qui était là, c'est clair, j'étais complètement dispersée, mais finalement, janvier, février, j'ai commencé à remarquer que j'allais super bien. Certes, j'avais encore quelques voix qui étaient là, mais je fonctionnais bien avec. Et j'ai commencé à chercher parce que je me suis dit, que fait une infirmière psy quand elle entend des voix, elle se tait. Hein. Parce qu'elle sait très bien, je sais très bien, hein, si j'étais allée voir un médecin à ce moment-là, je sais très bien ce qui m'attendait, d'autant plus que c'était mon métier, parce que j'ai travaillé pendant 4 ans dans un service de patients psychotiques, et mon rôle, c'était d'évaluer les voix des gens. Donc moi, mon diagnostic, je pouvais le poser, hein, les diagnostics avec hallucination auditive, je le posais tout de suite. Alors ma tête me disait... T'es en plein délire, et mon cœur me disait c'est pas ça. Et j'avais toujours une voix qui me disait la maladie, c'est pas ce que tu as appris à l'école. Ouais, bien. Donc j'ai cherché, voilà. J'ai cherché pendant 8 ans. Et ça, c'est extrêmement long. Ça a été ma plus grande souffrance, c'est la durée en fait dans laquelle on peut être entre deux, à pas savoir finalement ce qu'on a vécu. Un jour, je suis tombée sur un livre de l'Institut suisse des sciences noétiques à Genève. Et là, donc, ils expliquaient plein d'états de conscience modifiés. Et je me suis dit, enfin une autre explication que celle que je pouvais avoir. Le seul référentiel était pathologique. Et je me disais, bon, si c'est pas ça, c'est quoi ? Donc là, je me retrouvais autant dans les témoignages de gens qui avaient vécu des expériences spirituelles que dans les entendeurs de voix, ou alors dans les montées de Kundalini. Donc je ne savais pas trop, mais bon, j'avais déjà plus ou moins des repères. Et ensuite, à cette époque-là, donc, j'ai lu plein de livres pour essayer de comprendre. En 2013, j'ai fait un autre état de conscience modifié, j'ai failli mourir, j'ai fait une expérience de mort imminente. Et là, les choses sont vraiment devenues difficiles. Parce qu'après ma première ouverture spirituelle, en fait, j'ai commencé à avoir plein de choses qui venaient. C'est-à-dire que je pouvais sentir des présences, j'avais l'impression d'être suivie. Je pouvais commencer à sentir les énergies dans les lieux, les énergies des personnes. Après mon expérience de mort imminente, ça a vraiment décuplé. Au point que ma notion de la réalité, elle était... Ouais, je me sentais sur un fil. Je me sentais vraiment sur un fil. Et là, j'ai eu besoin en fait d'un accompagnement. Donc, je suis allée, pas longtemps, je suis allée 3 fois à Genève voir le thérapeute qui est spécialisé là-dedans. Et là, j'ai eu une validation. Donc, ok, non, c'est bien, ce que tu as vécu, voilà. Donc, lui, il m'a dit, voilà, ce que tu as vécu, c'est une ouverture spirituelle avec un phénomène d'entente de voix et une montée de Kundalini, ok, plus une expérience de mort imminente, d'accord. Donc, l'année qui a suivi mon expérience de mort imminente, en fait, j'ai fait plusieurs montées de Kundalini. Tout ça pour vous dire que, en fait, je pratique la sophrologie et la méditation depuis 20 ans. Bientôt.
Et je me mets facilement en état de conscience modifié, donc il m'a gentiment expliqué que voilà, j'étais prédisposée à faire ce genre de choses. J'ai pu comprendre en fait dans ces explications-là, j'ai pu enfin accueillir ce que c'était et valider l'expérience et après vraiment me l'approprier parce que tant que j'étais entre les deux, mon mental il n'en voulait pas. Et il y avait vraiment des situations qui étaient très compliquées parce que une fois que mes enfants ont grandi, j'ai recommencé à prendre des clients en individuel et par exemple, je pouvais poser ma main sur la personne et là j'avais des informations qui venaient sur la personne et j'avais une voix qui me disait mais vas-y dis-lui et puis moi, ça va pas, je peux pas te dire ça, comment je sais pas d'où ça venait donc je pouvais pas partager ça donc ça a été vraiment pour moi quelque chose de très difficile d'accueillir les informations que je pouvais recevoir en fait. Et suite à ça, donc suite à ces quelques rendez-vous, j'ai pu aussi participer à des groupes de soutien organisés là-bas. Et là, en fait, ça m'a donné vraiment confiance parce qu'on m'a clairement expliqué que ma double étiquette d'ancienne infirmière psy et d'entendeuse de voix pouvait vraiment aider certaines personnes. Je me souviens d'une réunion où on était au moins 5-6 soignants et on s'est réellement posé la question, ok, on a accès à d'autres réalités qui ne sont pas forcément pathologiques, qui ne sont malheureusement pas enseignées et il y a un gros travail à faire. C'est pour ça que je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui parmi vous pour pouvoir un petit peu vous témoigner tout ça. Donc après ça s'est passé très très vite. C'était en septembre 2016, cette rencontre-là. Et à l'époque, j'étais déjà en contact avec le réseau d'entendeurs de voix. Et il y avait, au mois d'octobre 2016, le congrès international à Paris. Donc j'y suis allée. Et là, ça a complètement modifié ma perception de voir les choses. Parce que j'ai entendu plein de témoignages. Donc, de personnes qui sont passées par la psychiatrie, qui ont eu des diagnostics de schizophrène et qui s'en sont sorties. Et jusqu'à des fois, parfois dans certains témoignages, changer de diagnostic, à passer de schizophrène à stress post-traumatique, ce qui n'est quand même pas du tout la même chose. Donc là, je me suis vraiment posé beaucoup de questions par rapport à tout ça. Et très rapidement, en fait, on a mis en place, là où j'habite, un groupe d'entraide par rapport à l'entente de voix. Donc maintenant, je fais du bénévolat au sein du réseau d'entendeurs de voix pour accompagner les gens par rapport à ces phénomènes-là. La différence, en fait, c'est que dans nos formations, on nous enseigne que l'entente de voix, c'est forcément un symptôme. Au réseau français d'entendeurs de voix, on voit les choses autrement. On pense que l'entente de voix est une partie de nous, comme on peut être gaucher ou comme on peut être homosexuel, et que ces voix, elles ont du sens et qu'elles ont quelque chose à nous dire. Et qu'il faut au contraire les écouter. Ce qu'on ne fait pas dans nos formations, moi, on m'a clairement appris, alors c'était il y a longtemps, j'avoue, mais on m'a clairement appris que il ne fallait pas parler des voix avec quelqu'un qu'on entendait parce que ça allait augmenter son délire, c'était dangereux, etc. Et on s'est rendu compte, bien au contraire, que ce n'était pas du tout le cas et que plus on laissait de la place à ce phénomène-là, plus il avait tendance à diminuer. Donc, voilà un petit peu dans les grandes lignes mon expérience qui pourrait bien plus développer, mais si vous avez déjà des questions, avec plaisir, j'y réponds. Oui. Quand vous étiez plus jeune, vous avez déjà eu des signes avant-coureurs peut-être, ou des éléments qui, avec le recul, pourraient vous faire penser que vous aviez déjà à l'époque quelque chose, ou est-ce que vraiment ça a été noir et blanc, très binaire, à partir du moment où vous êtes rentré dans l'église pour l'enterrement de cette personne? Alors, je me suis posé la question, depuis quand en fait finalement, donc je pense qu'à la base je suis quelqu'un de très sensible, et ce que j'ai pu remarquer en fait, c'est que je sens les émotions des gens, je pense, depuis toute petite. J'ai accès à cette information-là.
Et je pense que ce jour-là, en fait, j'ai eu, le jour de l'enterrement, j'ai eu accès à beaucoup d'émotions autour de moi. Et en plus, je pense, la personne qui était décédée par la même occasion. Donc oui, je pense qu'il y avait une... Alors, prédisposition, je ne sais pas. Après, je pense que, voilà, j'ai un côté très sensible à la base. Voilà. Qui m'a permis, voilà, d'avoir accès à ça. Mais c'est vrai qu'au niveau alors, le réseau d'entendeurs de voix en France, il existe aussi en Suisse. Il y a un réseau en Suisse, il est très peu développé, je crois. Il est sur Genève. Il y a plus de 20 pays. En 2016, voilà, il y avait en tout cas plus de 20 pays qui fonctionnaient comme ça. Ces mouvements, en fait, ils viennent du Nord. Tout est parti, en fait, d'un psychiatre, d'un professeur en psychiatrie. Un jour, il avait une patiente à son cabinet qui entendait des voix depuis très 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 longtemps. Et cette patiente, en fait, elle lui a posé la question, mais est-ce que vous croyez en Dieu? Donc il a répondu oui. Puis il lui a dit, alors vous croyez en un Dieu que vous n'entendez pas et que vous ne voyez pas, pourquoi moi, j'aurais pas le droit de croire en mes voix que j'entends réellement? Donc ça l'a complètement... Il s'est dit, tiens, bon, effectivement. Et avec cette patiente, en fait, ils ont choisi il a commencé à écouter les voix de sa patiente. Ils ont commencé à faire des petits groupes de gens qui entendaient des voix pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait, en fait. Mais ils se sont rendus compte que ça ne donnait pas trop grand-chose, en fait. Donc, ils ont décidé de faire une émission télévision. Et cette patiente, a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? J'entends des voix, voilà. Et à leur grand étonnement, ils ont eu beaucoup de réponses. Ils ont eu plus de 700 appels. Ils en ont gardé 450. Et sur ces 450, en fait, là, ils ont eu des grandes surprises parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plus d'entendeurs de voix qui fonctionnaient bien avec leur voix que d'entendeurs qui fonctionnaient mal avec leur voix. Et ils ont choisi d'étudier les personnes qui fonctionnaient avec leur voix pour voir comment on pouvait aider les autres, en fait. C'est parti de ça. Et là, ils se sont rendus compte aussi que c'était souvent lié à des gros traumatismes dans l'enfance, des traumatismes, des agressions, des violences sexuelles, etc. Dans 77% des cas. J'ai moi-même vécu une agression sexuelle quand j'avais 18 ans. Donc voilà, après on recolle les pièces de puzzle puis on se dit, ah oui, il y a donc des prédispositions, oui, il y en a, si on recolle tout, voilà. Et l'idée, c'était de comprendre comment ces gens qui fonctionnent bien avec fonctionnent. Il faut savoir qu'en fait, les gens qui fonctionnent bien avec, ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait comme moi, en fait. Si j'en parle, à qui je peux parler de ça sans qu'on me pose une étiquette et un diagnostic? Donc, en fait, la plupart des gens vraiment restent muets par rapport à ça. Oui. Tout d'abord, merci pour votre témoignage. Je voulais juste savoir comment ça se passe, votre quotidien. Vous entendez toujours... continuellement des voix ou des fois vous n'entendez pas? Non, alors la grosse partie vraiment a été, la partie la plus difficile a été sur 3 semaines en fait, où j'ai été vraiment envahie pendant 3 semaines. Ça ne m'a pas empêché de fonctionner. Maintenant, et vraiment les voix négatives sont parties à peu près au bout de 3 semaines. Il me reste, alors maintenant, je dirais, il me reste ma voix intérieure, je vais appeler ça comme ça. Je peux entendre des voix qui viennent de l'extérieur encore maintenant. La plupart du temps, c'est quand je suis en méditation. Je vais vous donner un exemple parce que Lilou, elle vous a parlé de ce fameux article dans Nexus. Un jour, j'étais tranquillement en train de méditer et j'entends clairement, en plein milieu de ma méditation, contacte le magazine Nexus pour tes entendeurs de voix. Alors là-dessus, je réponds dans ma tête, non mais c'est un magazine pseudo-scientifique, ils ne vont jamais m'écouter, moi. Si, c'était très clair. Claude Charles et Sylvie Détiolas de l'Institut Suisse des Sciences Noétiques vont t'appuyer. Alors là, ça m'a tellement bluffé que je me suis levée de ma méditation. Je suis allée envoyer un SMS à Sylvie Détiolas et je lui ai dit, écoute, tu connais ce magazine, est-ce que si jamais je leur demande, est-ce que tu m'appuies? Elle m'a dit, oui, on peut collaborer, pas de souci. Là-dessus, j'appelle le rédacteur en chef qui me dit OK pour un article, on discute, on reste... En fait, le contact passe très très bien. On reste 45 minutes au téléphone ensemble, puis à un moment donné, il me dit je ne sais pas pourquoi, mais ce que vous êtes en train de me partager, ça me touche vraiment.
Et d'un seul coup, il dit « Ah, ça y est, je sais, quand j'étais jeune journaliste en formation, j'avais avec moi une collègue de volley qui est décédée maintenant, qui avait été diagnostiquée schizophrène. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que la schizophrénie existe? Est-ce qu'elle est vraiment malade? Moi, je ne la voyais pas comme malade. Et j'étais en train de lui dire, je ne peux pas vous dire que la schizophrénie n'existe pas, parce que moi, je n'ai pas les moyens pour ça, hein, mais depuis que je côtoie des entendeurs de voix, je vois des gens qui ont ce diagnostic-là et qui ne le sont pas. Et là, d'un article, on est passé à un dossier de 16 pages. Le journaliste qui m'a interviewé m'a demandé, il y a des médiums qui disent voilà, entendre des voix et pouvoir parler avec des personnes décédées. Il y a des gens qui canalisent l'archange Michael, etc. Et il y a des gens qui entendent des voix qui sont en psychiatrie. Est-ce que c'est les mêmes voix? Eh bien, bonne question. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse à ça. J'aimerais bien l'avoir un jour, je vous avouerai que j'aimerais bien. Mais voilà. Donc oui, je peux encore entendre des voix. Ce que j'entends, c'est ma voix intérieure, mon guide, voilà, appelez ça comme vous voulez, auquel je suis très attentive maintenant. Et de temps en temps, des voix, mais dans mon quotidien, moi, j'ai plus... voilà, si j'ai, c'est parce que je dois entendre quelque chose. Ou alors quand je suis, quand je vais travailler, si j'ai... en fait, je vais être guidée pour accompagner la personne qui est en face de moi. Mais je m'en sers uniquement, moi, pour... souvent, beaucoup de gens ont des soucis avec leurs émotions et peuvent couper avec l'émotionnel. Donc moi, comme je ressens, je vais les focaliser sur là, qu'est-ce que vous sentez, pour qu'ils puissent revenir dans leur corps. Et voilà, c'est comme ça que je m'en sers maintenant. Oui. Pour autant que ça ne soit pas trop intrusif, est-ce que c'est possible de nous en dire un peu plus sur votre expérience de mort imminente? Volontiers. Donc, alors là, c'était en 2013. Alors j'allais me faire opérer d'un banal fibromutérin. Et je suis partie alors très confiante parce que je me disais, ça fait des années qu'ils font ça, je risque absolument rien. Le seul effet secondaire, c'est une hémorragie. Je me suis fait opérer. Donc je suis passée 4 fois au bloc opératoire en 9 jours. J'ai été transfusée 2 fois. J'ai réellement failli mourir dans cette histoire. La veille de la 4e intervention, ma famille, mes proches étaient vraiment très inquiets. Et le chirurgien vient dans la chambre et me dit je sais que c'est pas drôle, mais vous êtes encore en train de saigner. Tous les résultats d'examen montrent que vous saignez encore de l'intérieur. Moi, je ne peux pas vous regarder vous saigner sans intervenir, donc on est obligé de vous reprendre une 4e fois au bloc opératoire. Et comme je ne comprends rien de ce qui se passe, je vais me faire aider d'un chirurgien abdominal. Et donc là, moi, en fait, le truc, c'est que j'avais accès à beaucoup de choses. L'inquiétude de mon mari, mes parents qui étaient complètement choqués, en fait. Enfin, bref. Et une fois que tout ce petit monde est parti, je me suis retrouvée toute seule dans la chambre. Donc après, j'ai plus de notion de temps. Je ne sais pas quand c'est arrivé. L'expérience en elle-même, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvée dans une lumière immense. Et je voyais mon corps sur le lit d'hôpital et j'ai clairement vu devant moi un être de lumière. J'avais une tête avec 2 mains comme ça. Et c'était très clair, j'avais l'information là que j'allais pas mourir. Pour moi, c'est comme si on m'envoyait de l'énergie pour passer le cap en fait. Et je baignais dans un amour qui... Il n'y a pas de mots sur terre pour expliquer ça, en fait. Souvent, je dis, c'est comme l'amour qu'une maman a pour son enfant, mais en 10 000 fois plus... 10 000 fois plus fort. Et j'étais même pas surprise, finalement, de voir mon corps en bas. Et c'est comme si toutes mes cellules étaient reliées à tout. Voilà, un peu dans les explications. Et je me suis... Alors, la veille, en fait, quand mon mari est parti, je lui ai dit, à cette époque-là, j'étais un peu en décalage avec mon mari par rapport à tout ce qui était spiritualité. Et moi, j'avais fait une demande, j'avais fait une demande là-haut en leur disant, ok, je veux bien continuer avec vous, mais je veux que mon mari, au moins, il me comprenne dans ce que je fais. Et quand il est parti, près de chez moi, j'avais un groupe de parole-prière et je lui avais dit contacte. Je savais que ce soir-là, ils se réunissaient. Je lui ai dit contacte Christiane, dis-leur de m'envoyer de l'énergie parce que je sais que c'est ça que j'ai besoin.
quand je me suis réveillée, en fait, j'étais dans mon lit, le téléphone sonnait. Donc j'ai décroché le téléphone et j'étais très surprise parce que, en fait, quand je me suis vue au-dessus de mon lit, à un moment donné, j'ai vu un aigle qui tournait au-dessus de mon lit. Et je me souviens très bien parce que j'ai eu une pensée, et ça m'a même étonnée de pouvoir penser. Et je me suis dit, j'ai une amie très proche qui fait du chamanisme, et je me suis dit, tiens, il faudrait que je demande à Sébastiana quel est son animal de pouvoir. Et là, donc, après l'opération, le téléphone sonne, et c'est mon amie Sébastiana qui est au téléphone. Donc je suis quand même un peu dans les vapes, hein, je ne comprends pas tout, et elle me dit, il faut que je te dise, j'ai eu la plus belle déclaration d'amour, oh ça me touche encore même quand je le dis, j'ai eu la plus belle déclaration d'amour de ma vie. En fait, mon mari l'a contactée pour lui dire, je connais rien à la lumière, mais dites-moi comment je peux envoyer de la lumière à ma femme, parce que c'est ça qu'elle a besoin. Et elle me raconte ça, et d'un seul coup, je repense à cet aigle, puis je lui dis, mais c'est quoi ton animal de pouvoir? Puis il me dit un aigle, puis je lui dis, mais je t'ai vu, elle m'a dit, oui, je t'ai fait un soin. Alors là, c'était... Et ce qui a été difficile finalement dans cette expérience, c'est que moi je suis restée dans cet état de conscience, dans cet amour, et pendant plusieurs jours, et tous les gens qui venaient me voir, eux, ils voyaient que mon corps, ils voyaient que l'état de santé dans lequel j'étais, parce que j'étais quand même bien affaiblie, hein, et moi je sentais tout, quoi, et j'allais très très bien. Pas physiquement, d'accord, mais je me sentais vraiment très très bien. Et il y avait un tel décalage, voilà, entre eux et moi. Et ça a duré 6 mois, 1 mois et demi, 2 mois, ce décalage-là. Et là, j'ai de nouveau pu sentir plein de choses. Là, j'ai senti mon énergie en fonction des gens. Quand je suis rentrée à la maison, en fonction des gens qui venaient me voir, je pouvais sentir... Voilà, j'avais déjà pas beaucoup d'énergie, donc sur certaines personnes, j'en avais plus du tout, ou alors au contraire, ça me donnait de l'énergie. Et voilà, j'ai pu expérimenter pas mal de choses par rapport à ça. Ce qui m'a le plus surpris, en fait, c'est peut-être 1 mois et demi après, 1 mois après être rentrée de l'hôpital, j'étais sur mon canapé et je lisais tous les mails que mon mari avait reçus pendant que j'étais à l'hôpital. Et là, je suis retombée sur les messages que mon amie Sébastiana lui avait envoyés après le soin. Et dans un message, elle mettait « Elle a choisi d'aller voir de l'autre côté. C'est elle qui a fait le choix. » Et là, d'un seul coup, j'ai repensé. Quand mon mari m'a emmenée à l'hôpital, dans la voiture, j'ai eu une pensée. J'ai demandé, en fait. J'ai dit, bon ben voilà, je sais qu'il y a des gens qui, quand ils font des anesthésies, ils font des expériences de mort imminente. Moi, j'ai pas envie de mourir, mais je veux bien aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et là, quand j'ai pris conscience que j'avais eu cette pensée-là, je vous assure que ça m'a quand même refroidi. Oui, effectivement, j'ai demandé. Mais après, par contre, ça a été très compliqué. L'année qui a suivi, en fait, il y avait à côté de chez moi 4 jours sur les journées du pardon, en fait. Vous avez peut-être entendu Olivier Claire qui organise ça. Puis je me suis dit, tiens, ça va me faire du bien, je vais aller. Et dans les journées, il y avait mantra de l'amour. Je me dis, tiens, ça c'est un truc pour moi, je vais aller chanter des mantras, ça va me faire du bien. Et on était une 50aine de personnes dans la pièce, et pendant 2 heures, on a chanté. Et là, je suis ressortie, j'avais une énergie comme j'avais plus depuis très longtemps, et je me suis dit, waouh. Et là, j'ai commencé à faire des stages de mantra. Et c'est là, après, que j'ai fait plusieurs montées de Kundalini. Donc, voilà. Et après, c'est là que ça s'est compliqué parce que je recevais énormément d'informations, en fait. Partout. Et je ne savais pas fermer, en fait. Hein. Donc, j'ai dû apprendre à fermer et à dire, OK, c'est quand j'ai besoin, c'est moi qui décide. Quand j'ai envie d'avoir des informations, quand j'en veux pas. Voilà. Et puis, j'ai quand même attendu un petit coup parce que c'était en 2013 et je suis seulement allée en 2016 à l'Institut suisse des sciences noétiques chercher de l'aide parce que je sentais qu'à des moments, je sentais que je pouvais basculer en fait. Parce que il y avait des moments où c'était tellement dur. Je me rappelle d'un mois de décembre, ça devait être juste en 2015 parce que c'est après que je lui ai demandé de l'aide. Donc, où j'avais annulé tous mes rendez-vous et j'étais bien que dans les bois. Il n'y avait que là où je pouvais me sentir bien. Et là, je me suis dit, non, il faut que je fasse quelque chose.
Donc voilà, mais le fait, en fait, je crois que dans ces états de conscience modifiés, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a vraiment, quand ça nous arrive, il y a une première phase où il y a une perte d'identité, en fait. On ne comprend rien à ce qui nous arrive. Et puis, il y a notre notion de la réalité, elle change, parce que moi, cette histoire de spiritualité, c'était pas du tout mon truc à la base. Je suis quand même très cartésienne. Et je comprenais rien de ces envies de prier, de ce besoin de spiritualité qui émergeait en moi. Ça, c'était vraiment complètement inconnu et c'est venu très rapidement. Et ça, c'est très déstabilisant. Et puis après, de savoir quoi faire de tout ce que je recevais et de pouvoir gérer ça, en fait. Voilà, un petit peu. Mais il y a cette première phase où il y a une notion de l'identité qui est très perturbée. Et après, une fois qu'on a une validation, donc moi, du moment où j'ai eu une validation par ce thérapeute, qui est en plus un spécialiste là-dedans, et qui m'a dit, quand j'y suis allée, je lui ai dit, à 99%, je sais que je ne suis pas malade. Mais il reste ce 1% là qui me perturbe énormément. et alors c'est sûr, il m'a demandé où c'est que vous entendez vos voix, et j'ai eu une petite seconde où je me suis dit qu'est-ce que je fais, je lui dis pas. Et puis après je me suis dit non, allez, je suis là, j'y vais, donc je lui ai expliqué, et c'était mon boulot, vos voix, vous les entendez à l'intérieur, à l'extérieur, elles sont où. Donc je voyais bien où il voulait en venir, et en fait, une fois qu'il a pu valider mon expérience en tant que telle comme un état de conscience modifié et non comme une pathologie, après j'ai pu enfin accepter mon côté médiumnique, on va dire ça comme ça, où je reçois des informations. J'ai enfin pu en faire quelque chose, mais il a fallu attendre ces nombreuses années pour pouvoir en faire quelque chose. Voilà. Vous en prie. Tu peux expliquer peut-être montée de Kundalini pour ceux qui savent pas? Alors, montée de Kundalini, ça c'est pareil. Hein. Ça c'est pareil. Je vous dis juste ça parce que là où je fais mon groupe demain, j'ai mon groupe d'entraide par rapport au phénomène d'entente de voix, donc c'est un médecin qui a mis ça en place. Donc j'ai discuté avec elle, puis elle m'a dit mais ne parle jamais à des psys de montée de Kundalini parce que là personne ne sait ce que c'est. Puis je lui dis ah bah si, justement, parce que c'est une des choses que je maîtrise le mieux et il faut justement que les gens sachent ce que c'est. Donc en fait quand ceux qui pratiquent le yoga, la méditation, expliquent très bien qu'on a une énergie, notre propre énergie vitale qui circule dans notre corps, qui est en fait de l'électricité, tout simplement. Et quand on a ces montées d'énergie, donc il y a ces fameux chakras qui sont là, et quand l'énergie elle monte, elle va nettoyer certaines choses au passage. Donc ça peut se faire plus ou moins en douceur. Et alors elle peut monter de différentes manières, elle ne monte pas forcément par le premier chakra, et ça peut provoquer en fait des états de conscience modifiés du style, la personne peut se mettre à trembler, la personne peut avoir des gestes involontaires, on peut avoir comme symptômes des espèces de paresthésie, on peut avoir aussi le souffle, la respiration qui change, on peut avoir très chaud, très froid en même temps, on peut se retrouver, moi je me suis retrouvée dans des montées de Kundalini en arc de cercle, alors que je fais du yoga et que je suis incapable de le faire, où mon corps vraiment a pris une position, et puis on reste comme ça là, et il y a des choses très très bizarres qui peuvent se passer, et qui peuvent justement, suivant les gens qui le vivent, être vraiment étiquetés de symptômes psy, alors que ça n'en est pas. Et c'est là que c'est comme le phénomène d'entente de voix. C'est pour ça que j'ai vraiment du plaisir à être là aujourd'hui, parce que ce que je disais à Lilou, là, rien qu'en 2 jours, le fait de préparer ça, j'ai rien eu que 2 demandes de personnes qui se posent des questions par rapport à leur phénomène, et est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. Il y a un besoin vraiment de cette validation. Donc c'est vrai que je vais voir comme mon premier métier me permet vraiment d'accéder aux 2 côtés et de voir effectivement s'il y a un discours qui pourrait être délirant, bien que encore, c'est la même chose, là, ce sont des termes psy,
souvent dans les discours des gens, il y a des messages derrière qu'ils ont besoin de comprendre et en fait notre rôle c'est vraiment d'écouter la personne sans jugement, sans interprétation. Si j'avais pas moi vécu ce phénomène d'entente de voix, j'aurais toujours pensé que c'était un symptôme de maladie, si je l'avais pas vécu de l'intérieur. Et je me suis rendu compte que dans ma profession, ma première profession, j'avais mes propres croyances par rapport à la spiritualité, par exemple. Si quelqu'un me parlait, qu'il avait pu entendre la Vierge Marie, j'allais tout de suite étiqueter de délire mystique. Et aussi par rapport à ce qu'on peut vivre comme phénomène, que ce soit dans les montées de Kundalini, dans les ouvertures spirituelles. En fait, on interprète beaucoup en tant que soignant, on va stigmatiser énormément de choses. Et je crois que notre rôle le plus profond, c'est vraiment d'essayer d'écouter la personne sans essayer de mettre d'étiquettes, sans essayer de mettre ça dans des petites cases. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'on sent, sincèrement, j'ai trouvé à parler, la première fois que j'ai parlé j'ai témoigné, il y avait des psychologues, des psychiatres, il y avait des entendeurs de voix, il y avait leurs familles, etc. Et je vous assure qu'on sent très bien les gens qui sont avec nous, les gens qui ne sont pas avec nous. Et je me rappelle que il y avait un psychologue qui était là, et quand j'ai parlé de cette histoire de Nexus, là, il dit oui, mais encore, il faut savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et là, heureusement, ma compagnie a sorti le magazine, puis elle a dit il est là, si vous voulez, vous pouvez le lire. Et c'est pour ça que les gens, en fait, je rencontre beaucoup d'entendeurs qui me disent mais vous savez, en fait, je sens qu'on ne me comprend pas, je sens qu'on ne m'entend pas. Et ça, moi, je l'ai vécu. J'ai vraiment vécu ce côté à qui je peux parler de ça et qui va me comprendre. Et bien, ceux qui m'ont compris, c'est les entendeurs. Et je pense que les gens qu'on qualifie de malades, en fait, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et avec le réseau d'entendeurs de voix, en fait, c'est ce qu'on fait. En fait, on travaille en association. Les professionnels, les entendeurs, leurs familles, on se met tous ensemble parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Moi, ils m'ont appris une chose, c'est que j'étais moi-même en rétablissement. La notion de rétablissement, elle vient des pays du Nord, c'est vraiment tout un domaine qui est en train de prendre place. C'est-à-dire, c'est comment je peux fonctionner avec mes voix. Si ça fait partie de moi, je dois pouvoir apprendre à vivre avec. Et ça, c'est un message très positif, parce qu'en fait, dans nos formations de base, on nous dit non, tu entends des voix, tu vas prendre des médicaments pour les enlever parce que ça n'existe pas. Dans 30% des cas, les antipsychotiques ne marchent pas, quoi. Donc les gens, ils se retrouvent de toute façon avec les voix qu'ils entendent réellement, et il y a vraiment quelque chose de très difficile parce que personne ne les comprend. Et surtout, on leur dit n'en parlez pas. Et en plus, les antipsychotiques, ils coupent avec l'émotionnel. Donc en plus, ça les empêche de les apaiser. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce domaine-là et beaucoup de choses à faire encore, donc ça vient, les formations en rétablissement, elles commencent à se faire un peu partout. Les formations, au niveau du réseau d'entendeurs de voix, il y a des formations qui sont en train de se mettre dans les hôpitaux, justement, pour enseigner une autre manière de voir les choses. Et dans les pays du Nord, même le terme schizophrène commence à disparaître complètement. Et moi, ce que ça m'a appris aussi, c'est que maintenant, je n'ai plus un patient en face de moi, j'ai plus un malade en face de moi, j'ai une personne en souffrance. Et ça change tout. Mon regard a complètement changé. Je ne peux plus voir... étant donné que je suis des deux côtés, que je me sens des deux côtés, je ne peux plus voir quelqu'un. Donc mon regard, et ça, les gens vont vraiment le sentir, ils vont vraiment se sentir entendus, rien que dans le regard qu'on va porter sur eux. Et dans les études, il y a eu des études qui ont été faites sur l'entente de voix avec les enfants. Les enfants qui entendent des voix, et ce qui a été démontré avec les enfants, c'est que si on leur apprend à gérer leur stress et leurs émotions, les voix disparaissent. Et moi, ce qui m'a sauvée, je pense vraiment, je pense réellement, c'est d'avoir un environnement sain. J'ai toujours dit, ce qui m'a sauvée, c'est la bienveillance et le non-jugement de mon mari. Parce que quand c'est arrivé, quand j'ai explosé, là, quelques jours après, je me suis dit, il faut que je lui dise.
il faut que je lui dise ce que je vis. Et j'y suis allée à cette époque-là. J'ai un mari qui est ingénieur, hein, donc il n'est plus cartésien. Donc je lui ai dit, j'ai besoin que tu mettes ton côté cartésien de côté, je vais te raconter quelque chose, voilà. Et je lui ai raconté. Et je lui ai dit, j'ai besoin de toi là, hein. J'ai vraiment besoin de toi parce que je sens que j'ai besoin de piliers autour de moi. Et heureusement, je suis convaincue que s'il avait émis le moindre doute à ce moment-là sur ma santé psychique, je basculais, j'en suis convaincue. Le fait qu'il ait pris l'information avec son cœur, on va dire, et pas avec sa tête, ça a changé beaucoup de choses. Et ça m'a permis, moi, de pouvoir apprendre à fonctionner avec. La différence, en fait, c'est que quelqu'un qui passe à l'hôpital, on lui dit les voix n'existent pas, on va vous donner un médicament, vous devrez le prendre à vie. Et on n'a pas grand-chose à faire pour vous. Quand vous avez 20 ans, alors que si on voit les choses différemment, nous, au niveau des entendeurs de voix, on dit le phénomène de voix existe, c'est pas forcément une maladie. Et on peut apprendre à vivre avec. Et on peut apprendre à gérer ses voix. Parce que le plus difficile, en fait, on ne remet pas du tout en cause le fait que certaines personnes ont des expériences très difficiles avec leur voix. Il y a des voix qui sont très directives, qui vont être très malveillantes. Donc ça, il y avait des vécus très très difficiles. Mais par contre, on peut leur apprendre à vivre avec et à faire il y a des petites astuces, c'est ce que je vais vous montrer. Ce petit bouquin, en fait, ça s'appelle La voix intérieure. C'est un petit bouquin qui est en vente, ça vaut 10 €. C'est un petit bouquin qui a été fait par des entendeurs, pour des entendeurs et leur entourage, et des professionnels aussi qui s'y intéressent, avec toutes les astuces, on va dire ça comme ça, que les entendeurs ont mis en place pour apprendre à fonctionner avec leur voix. Et le fait d'avoir entendu plusieurs témoignages de gens, rien que je vous donne juste l'exemple du président français d'entendeurs de voix, Vincent de Massiès, si vous allez sur YouTube, vous avez plein de vidéos sur lui. Il a fait 15 ans, je crois, de psychiatrie. Il était considéré comme fou dangereux. Il y a 2 hôpitaux psy de force en France, il les a fait les 2. Et lui, il est passé sous stress post-traumatique. On a changé. Maintenant, il travaille pour l'Agence régionale de santé. Donc, pour vous dire le parcours qu'il a. Et il avait jusqu'à 7 neuroleptiques. Il faisait 180 kilos à la fin. Comme il dit, j'étais sur une chaise, je bavais, et voilà. Et un jour, j'ai quelqu'un qui est venu et qui m'a dit tu n'es pas schizophrène, tu es Vincent, et si tu veux, je peux t'aider. Donc ça a mis du temps, mais voilà, grâce à ça, grâce au fait qu'il a pu enfin parler de ses voix, il s'en est sorti et il a commencé à. Enfin, on lui a demandé même de travailler dans l'hôpital où il avait été interné, il a refusé. mais voilà, il a un très beau parcours et c'est vrai que son témoignage est juste bluffant. Voilà. Ouais. C'est l'heure. Bon, j'espère que ça vous a fait plaisir dans son témoignage. Moi, je te remercie vraiment. Moi aussi. C'est vraiment génial. Et on se retrouve.